Suspension après Pâques, qui a été la résurrection prétendue de Jésus-Christ, il a été ressuscité, mais en définitive personne ou de rares personnes l'ont vu, de sorte qu'on ne sait pas très bien à quoi ça lui a servi d'être ressuscité, quoi qu'il en soit. Il a apparu de temps en temps, mais il était suspendu jusqu'au moment où il est monté au ciel le jour de l'ascension. Et comme ça, il est monté en l'air comme un ballon, et il est redescendu épisodiquement sous la forme des langues de feu de la Pentecôte. Alors, la Pâque, c'est un peu ça, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où sont les gens, c'est suspendu, on ne sait pas. Ils apparaissent, on ne sait pas. Ils font, on ne sait pas ce qu'ils font. Bref, quoi qu'il en soit, dans cet état de suspension aléatoire de l'existence de la Pâque, par vent et marée, je le dis d'ailleurs dans un petit texte que je vais distribuer, je maintiens un peu ce que l'on a fait jusqu'à la fin du mois de juin. Jusqu'à la fin du mois de juin, c'est-à-dire qu'il y aura encore, mais ça, j'en annoncerai le titre qui est un petit peu donné d'ailleurs là-dedans, dans la programmation que je mets pour l'an prochain. Il y aura encore, aujourd'hui on est le 31, on est le 7, notez le juin, le 7 juin, jeudi prochain, et là on est le 14 juin, jeudi en 15, de sorte que le jeudi en 15, 14 juin est maintenu. Vous connaissez bien, il a une œuvre tout à fait importante. Non. Je confirme. J'aime bien Canguilhem, je le connaissais bien, il a une œuvre tout à fait importante. Il a en particulier une œuvre extrêmement importante sur la vie, c'est pas lui problème de la vie de Canguilhem, donc pratiquer la médecine, mais il a étudié la médecine. Moi, je l'ai connu, je l'ai même eu comme correcteur à l'agrégation, donc je le connaissais très bien Canguilhem. Mais on peut donc parler et rendre hommage à lui avec grand plaisir, mais comme personne ne m'a parlé de l'ordre-colonne de Canguilhem, je n'ai pas de raison péremptoire et particulière d'y assister. Donc, et nous aurons également comme occupation le 28. Donc c'est très bien. Alors à ce moment-là, on décidera de l'avenir pour lequel je dis que je pense peut-être que j'arrêterai ensuite parce que ça me fatigue. Donc on met de toute façon, on continuera cette année. Alors je fais passer. Là, il n'y en a que 4 feuilles. Par là. Donc, regarde, donc je n'ai pas l'occasion de parler, mais j'en parlerai un petit peu. Le jeudi 14, qui est une publication de Jean-Clé Martin, quelqu'un également que je connais bien et dont plusieurs d'entre vous ont lu des œuvres, et qui est un philosophe deleuzien, mais en même temps, on pourrait dire en utilisant le mot de Pasolini dans Expérience hérétique, on pourrait dire hérétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un orthodoxe, mais il travaille dans la ligne de la pensée elle-même hérétique de Deleuze, qui s'appelle Jean-Clé Martin, qui n'est pas d'ici, qui est de Mulhouse en Alsace, mais qui travaille, qui a beaucoup participé également au Collège international de philosophie. Il s'appelle Enfer de la philosophie, ce sont des réflexions, de brefs essais, en particulier autour de Deleuze,
mais Nietzsche, Hegel, de brefs essais ou réflexions sur les côtés obscurs, c'est-à-dire les côtés un petit peu l'envers comme de la philosophie, un peu comme Balzac avait écrit l'envers de l'histoire contemporaine en parlant de cette vie qui n'est pas sur le devant de la scène historique. Là, c'est un petit peu ça, bien que les personnages qu'il prend sont beaucoup sur le devant de la scène historique, mais il l'étudie par des biais très intéressants qui précisément n'ont pas été mis en relief en général, en particulier pour la philosophie de Hegel, pour lequel il a écrit d'autre part un autre livre. Je ne veux pas en parler, je le fais circuler, mais ne l'ouvrez pas, alors regardez-le, je veux dire, ne l'ouvrez pas pour ne pas le retenir, notez-en l'existence. C'est un livre paru la semaine dernière chez Léo Cher. Je donne immédiatement la parole à Nathalie Perrin autour de François Châtelet. Bon, je n'ai que trop parlé. Vas-y. Oui, donc... Attends, tu veux peut-être ça pour te permettre de parler, non? J'aime pas les bonbons. Il y a quelqu'un qui les aime, alors tu sais pas. Allez-y, faites circuler. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a bien un partage. Vas-y. Donc, je vais aujourd'hui faire un exposé que je ne voudrais pas trop long sur une des annexes de la thèse sur laquelle je suis en ce moment, qui est donc, comme beaucoup le savent, puisque je fais des exposés chez René depuis longtemps, sur François Châtelet, donc sur le philosophe François Châtelet. Donc je voudrais aujourd'hui, j'ai proposé à René de faire quelque chose sur les archives de François Châtelet, qui donc constitue une partie annexe de ma thèse et qui pour le moment tourne autour de 150 pages de transcription radiophonique. Donc, pour reprendre un petit peu, il existe deux lieux dans lesquels on trouve les archives François Châtelet. Le lieu, il y a donc l'IMEC, qui est donc l'Institut des archives contemporaines, dans lesquels pour des étudiants étrangers, pour des puétries. J'ai pas de stylo. Pas de stylo. Il n'y a rien? Non, non, j'ai pas de stylo. Donc, il y a deux, oui, je peux dire. Donc il y a deux lieux d'archives François Châtelet. Il y a IMEC. IMEC. oui. J'écrirai après toi. Ah, Non, je vais le faire. c'est ça? Oui, c'est ça. Un C. Mais tout le monde connaît C'est ça. ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, j'arrive jamais, c'est Institut, l'Institut. alors, non? Institut Mémoire. Bref, c'est les archives contemporaines. Écrit, alors, Non, Institut Mémoire Contemporaine. Institut de la mémoire contemporaine. Ah oui? Institut de la mémoire contemporaine. Ah bon? Et le E, alors? Et le c'est quoi? Mémoire contemporaine. Voilà. Ah bon, c'est ça. Donc il y a un premier lieu où on trouve les archives de François Châtelet, donc à l'IMEC, qui était rue Bleue à Paris, dans le 9e, et qui maintenant est délocalisé à Caen, dans une abbaye. Donc là, il y a un fonds François Châtelet, comme il y a un fonds Foucault, comme il y a un fonds voilà, de Derrida, enfin voilà, comme vous le savez certainement. Donc dans ce fonds-là, ce sont tous les papiers qui, à la mort de François Châtelet, ont été mis, je crois, par Olivier Revaud-Dallon, son meilleur ami. Et donc on trouve des articles que Châtelet avait écrits, des manuscrits de ses romans, etc. Il y a à peu près une quinzaine de boîtes. Bon, ça c'est des archives sur lesquelles je travaille, mais je ne vais pas vous parler de celles-ci aujourd'hui. Moi, ce dont je vais essayer de parler un peu, ce sont les archives audiovisuelles de François Châtelet,
qui se trouve donc à l'INA, ou plus exactement ce qu'on appelle l'INATEC, qui se trouve à la BNF, au rez-de-jardin. Donc là, il y a, comme vous le savez certainement, François Châtelet était un homme de médias, je crois au sens noble du terme. C'était un philosophe qui, dès 1959, est allé à la radio, à la télévision, a même été producteur d'émissions, et notamment d'une émission sur Bertrand Russell, par exemple, pour la télévision. Bon, alors donc c'était quelqu'un de très présent à la télévision. Vous avez peut-être souvenir qu'il était parfois chez Pivot ou parfois chez Chancel. Et puis il y a les émissions radiophoniques également. Et moi, c'est donc des émissions radiophoniques que j'ai écoutées. Bon, j'ai vu des émissions de télévision, mais des émissions radiophoniques que j'ai écoutées de Châtelet et que j'ai transcrites quand je jugeais que c'était, enfin que la parole de Châtelet, était première, c'est-à-dire la plus importante, puisque bon, ces annexes ont été pensées par rapport à ma thèse. Donc il était essentiel pour moi en fait de faire ressurgir cette autre parole de François Châtelet à travers la transcription d'émissions que je trouvais intéressantes. Bon, comme vous vous en doutez, il y a des émissions dans lesquelles il intervient très très peu, donc ça j'ai mis de côté. Et j'ai privilégié les émissions où sa parole est première, enfin où on le laisse parler, même si on peut l'interviewer, j'ai privilégié ça. Bon. Donc du coup, ça donne une annexe, pour l'instant, je n'ai pas fini de transcrire, mais en tout cas, là, j'ai transcrit, j'avais en gros commencé à transcrire 17 ou 18 émissions, ce qui représente donc 150 pages, à peu près. D'où la difficulté dans laquelle je me trouve aujourd'hui pour essayer de vous parler un peu de ces archives, sans être pénible, sans trop m'étendre. Donc j'ai fait des choix, enfin j'ai fait un choix. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai abordé au départ la transcription de ces archives qui a commencé il y a quelques années, puis j'ai plus ou moins interrompu, puis là je m'y remets à fond pour terminer la thèse. J'essaie un petit peu de... Donc ce que je fais aujourd'hui avec vous est un peu improvisé, je ne vous le cache pas, parce que cette annexe, je n'en ai pas encore fait l'introduction. Donc c'est comme à chaque fois, comme je le dis, le cours de René Scherrer nous donne l'opportunité de tester des choses devant un public, même si ce n'est pas parfait, entièrement fini. Donc aujourd'hui, j'expose un petit peu devant vous aussi l'introduction à ces annexes. Donc j'essaie de reposer un petit peu dans quel état d'esprit ou comment j'abordais la transcription de ces archives. Bon. Bon, il est clair, mais peut-être j'aurais à y revenir, je crois que ça participe du geste de François Châtelet, de son geste philosophique très particulier. Au sens où je crois que ce que manifeste la radio ou la télévision, c'est, il s'en est expliqué à diverses reprises, l'idée de populariser la philosophie, d'entrer dans une popularisation de la philosophie. Bon, ça participe donc de ce qu'il a toujours voulu faire, en tout cas si j'en crois ce que j'ai pu lire dans ses ouvrages ou ce qu'il peut dire dans les émissions, qu'il s'est toujours pensé comme un philosophe populaire. Bon, ça participe d'un geste d'ouverture de la philosophie à un public qui n'est pas strictement le public des spécialistes, qui peut s'adresser au public étudiant, mais pas seulement. Comme il le dit dans des émissions notamment avec Jacques Chancel, il a eu l'occasion de le dire. Donc c'est le nom qu'on n'a pas compris. Avec qui? Jacques Chancel. Ah oui, mais il n'est pas connu de tout le monde. Là, il faut que tu l'écoutes. Oui, je ne vais pas m'attarder. Oui, bah alors je vais arrêter de citer les noms de ces gens-là. Jacques Chancel, bon, c'est celui qui est... Non, c'est pas peine de spécifier, mais il dit que c'est quelqu'un... C'est un présentateur radio, télévisé, qui a été très important il y a 20 ou 30 ans, hein, à peu près, hein, qu'il l'est peut-être encore maintenant, je sais pas.
Non, plus tellement. Hein. Bon, voilà, à l'époque c'était Le Grand Échiquier, c'est ça. Et puis il tenait une émission de radio qui s'appelait Radioscopie, hein, sur France Culture. Voilà. Donc, je reprends le fil. Donc, dans ces émissions, dans certaines de ces émissions, Châtelet a pu dire, voilà, j'ai toujours eu le projet d'une philosophie populaire, d'une philosophie qui s'adresserait aussi aux grands commençants, hein, à ceux qui commencent la philosophie. Voilà, donc une philosophie pas tournée vers les spécialistes, bien que les spécialistes, comme il le dit lui-même, pourraient se servir de ses ouvrages. Alors là, je fais référence effectivement à ses ouvrages collectifs, à son histoire de la philosophie en 72-73, et puis à son histoire des idéologies. Ben voilà, la radio, enfin ces émissions radio, le fait que François Châtelet soit un homme de médias, enfin un philosophe ayant parler à la radio ou à la télévision, ça participe d'un geste d'ouverture de la philosophie à un autre public que celui qui est le sien traditionnellement, celui des spécialistes, voire même des étudiants spécialisés en philosophie. Bon. Alors, ce qui n'est pas, si je dois poursuivre un peu dans cette idée d'une philosophie populaire, peut-être un petit peu. Enfin, on a la chance d'être dans une université où philosophie populaire voulait dire quelque chose, enfin en tout cas a essayé d'être mis en pratique de manière réellement populaire, je crois. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que, et c'est tout le rapport de François Châtelet aux médias, c'est que aller dans les médias pour lui, ça n'est pas, si c'est ouvrir la philosophie à d'autres publics, ça n'est certainement pas revenir sur l'exigence philosophique, sur l'exigence des idées, sur l'exigence que suppose un tel discours. Ça saute aux yeux. Alors ça saute aux yeux évidemment dans les écrits de Châtelet, mais ça saute aux yeux dans les émissions. Je vais vous dire très simplement, il est incroyable, donc je transcris ces émissions, hein, je les écouteur, j'écoute, et je transcris, et quand Châtelet parle, c'est comme si c'était un livre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, François Châtelet, c'est l'incarnation de ce que la philosophie est depuis ses débuts, c'est-à-dire l'exigence d'une parole raisonnée, réfléchie, rationnelle, qui pèse ses mots, et puis en plus servi par un orateur formidable, enfin, bon, François Châtelet, alors orateur, effectivement, parce que le discours qu'il tient est un discours exigeant, hein, où les mots sont pesés, où les idées ont du poids. Enfin, il ne s'agit pas de parler comme ça. Hein, c'est tout l'inverse de ce qui s'est peut-être fait après lui, avec ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes, qui sont ex maintenant. Bon, voilà, lui se démarque absolument de ça, et c'est effectivement très flagrant quand on transcrit Châtelet. C'est-à-dire que bon, effectivement, il y a toujours des petites répétitions, des petites redondances propres au langage, à la parole orale, hein, qui n'est pas l'écrit. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, l'oral n'est jamais l'écrit. On peut dire des choses à l'oral qu'on ne dirait pas forcément quand on est à l'écrit et quand on essaie de fixer les choses. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a immédiatement surprise, et je vais, tout à l'heure, quand je vais travailler spécifiquement sur une émission, je serai amenée à vous lire des passages, vous allez voir, je ne les ai pas encore tout à fait corrigés en termes de ponctuation, mais il n'y a presque rien à enlever. Enfin, ça coule, sa parole est un flot, j'allais dire, immédiatement ou quasiment rationnel, quoi. Donc il y a cette exigence de la parole dans les médias, à travers les médias. Aller dans les médias, bon, quand on lui en laisse le temps, quand le présentateur est intelligent ou la présentatrice, quand l'émission est très bien pensée, alors là, il y a effectivement des émissions où j'avoue que quand le journaliste est vraiment journaliste, c'est-à-dire un peu comme Jacques Chancel, donc ce présentateur il y a une trentaine d'années, là du coup, François Châtelet, on l'empêche un peu de penser. Donc ces émissions-là sont peut-être en termes
pensée moins percutante, mais dès qu'on le laisse un peu, et là je vais m'attarder sur une émission concernant la musique, je dirais, je vais un peu fort, mais c'est un chef-d'œuvre d'oral, quoi, hein, à transcrire, c'est une splendeur. Donc c'est un peu ça qui me... Voilà, je voulais insister sur cette exigence de la parole, de cette parole partagée dans les médias, et l'exigence du discours philosophique, voilà, pas parce qu'il est à l'oral que Châtelet perd cette exigence. Donc je disais, oui effectivement, ça participe d'un geste, d'une philosophie populaire, d'une volonté de décentrer la philosophie, certainement, de la décentrer, de la mettre hors des lieux où elle est attendue. Je crois effectivement, comme l'avait dit René Scherrer dans un article qu'il a écrit sur François Châtelet, ou la critique de l'institué, je crois que René a absolument raison en faisant un rapprochement entre les Lumières, hein, avec cette volonté de diffuser les connaissances qui sont pour Châtelet philosophiques, mais qui participent aussi de connaissances historiques, de connaissances politiques, de connaissances géographiques. Bon. Il y a vraiment un rapprochement à faire là entre effectivement ce geste des Lumières et ce geste de François Châtelet, donc cette ouverture de la philosophie qui se manifeste à travers sa place dans les médias. Ce que je voulais vous dire également, en guise donc d'introduction, c'est ce qui est très très étonnant aussi, c'est que je ne peux pas traiter ces annexes, je ne peux pas les séparer, elles sont donc pas séparables. Parce que je vous dis, bon, en même temps, ça manifeste, ça participe d'un geste d'ouverture de la philosophie, je crois vraiment, hein, d'une volonté de la part de Châtelet de décloisonner la philosophie. Mais c'est en même temps, elles se lisent complètement avec sa philosophie, avec ses livres. Elles sont complètement, ces archives-là, ces émissions que j'ai transcrites sont complètement, enfin je veux dire, comment vous expliquer ça? D'abord, elles sont contemporaines quasiment de chacune de ses œuvres, hein, et presque on pourrait, sans qu'il y ait eu une volonté de ma part, mais depuis le départ, depuis la première émission qui date de 1959, où Châtelet n'intervient pas, mais où la journaliste, qui est à l'époque l'ancêtre de France Culture, c'est une émission qui s'appelle... c'était une chaîne qui s'appelait France 3 National, qui est devenue France Culture après. Donc en 1959, François Châtelet, c'est la soutenance de François Châtelet, de sa thèse, principale et complémentaire, en même temps que Kostas Axelos. Et donc dès 1959, on rend compte à travers la radio de la soutenance de ces deux thèses corrélatives qui portaient François Châtelet sur la naissance de l'histoire et puis sur Logos et Praxis, donc le rapport au marxisme, et Kostas Axelos. Je vous redis ça tout de suite, la thèse de Kostas Axelos. Si quelqu'un l'a en tête. Attendez. Marx, penseur de la technique, hein, de l'aliénation à la conquête du monde. Et la thèse complémentaire de Kostas Axelos, c'était Héraclite et la philosophie. La première saisie de l'être dans la totalité de son devenir. Voilà. Donc je reprends ce que je voulais vous dire. Donc dès 1959, à travers simplement... Je vais écrire, ne vous le faites pas tout le temps. Bon. Oui, j'aurais dû écrire Kostas Axelos, excusez-moi. Donc je reprends le... On voit rien. On voit rien, non, mais tu veux que j'aille chercher un stylo? Je vous gêne. Tu veux pas que j'aille? Ça s'appelle comment, un stylo? C'est pas très visible. Un stabilo. Un stabilo. Philosophe grec, mais ayant étudié en France, ami de Châtelet qui est mort il y a l'année dernière, je crois, et qui a écrit en français, peut-être en grec aussi, mais qui était philosophe, inspiré beaucoup de Marx et de Heidegger également.
Donc je reprends le fil. Pourquoi je vous disais ça? Tout simplement parce que ces annexes, on peut les traiter comme ça, ces annexes radiophoniques, elles manifestent donc pas seulement ce geste d'ouverture de la philosophie, mais tout simplement un pendant, je crois, essentiel, très important de la philosophie de François Châtelet, au sens où ces émissions, elles sont contemporaines de ce qu'il publie, de ce qu'il fait par ailleurs à l'écrit. D'accord ? Voilà. Donc du coup, c'est un véritable travail à part entière. Enfin, c'est ce dont je me suis aperçue quand je les ai transcrits. Donc du coup, je vous disais un petit peu qu'en 1959, donc cette émission rend compte des soutenances de thèse de Costas Axelos et de François Châtelet. Voilà, ça commençait 59. Alors là, Châtelet n'intervient pas, mais comme il le disait dans la chronique des idées perdues, sa thèse ainsi que celle de Costas Axelos avait fait grand bruit à l'époque. Et quand j'avais lu ça dans la chronique des idées perdues, qui est donc un ouvrage d'entretien avec Andrea Kuhn sur son parcours intellectuel, quand j'avais lu ça, je me disais, tiens, ça avait fait grand bruit, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait eu une émission, oh, c'est très peu de temps, hein, j'ai transcrit, c'est à peu près 7 minutes, hein, mais voilà, 7 minutes, on a parlé de ces deux thèses. Donc, voilà, je vais, merci beaucoup. Merci. Donc j'aurais écrit Costas Axelos, ça y est, vous voyez mieux? Voilà. Andrea Kuhn aussi. Oui, Andrea Kuhn qui a fait, qui est mort aussi, hein, voilà, qui a fait un ouvrage qui s'appelle La chronique des idées perdues, donc c'est un entretien avec Châtelet. Donc entretien avec Châtelet, où Châtelet revient sur son parcours philosophique, et ça, parcours philosophique et d'intellectuel, d'homme engagé, et la date, c'est donc les éditions Stock, et c'est 1977. Voilà, donc effectivement, quand petit à petit, au départ, j'ai donc commencé à transcrire ces émissions. Pourquoi je suis allée à l'INA, en gros? Je suis allée à l'INA parce que je me disais que je voulais apprendre. Je voulais apprendre des choses de Châtelet. Je voulais voir comment j'avais envie d'en savoir plus sur sa philosophie. Et je me suis aperçue effectivement que dans ces émissions, il prend souvent le temps de chose qu'il n'a pas faite, sauf un petit peu dans la chronique des idées perdues, mais où il revient sur ses ouvrages, il revient sur son œuvre. Je suis prudente là-dessus parce que lui aussi est très prudent avec cette idée d'œuvre et avec ce qu'elle suppose, c'est-à-dire l'idée d'un auteur, d'un sujet qui pense totalement du début à la fin ce qu'il fait. Là, Châtelet ne croyait pas du tout à ce genre de choses. Bref, une parenthèse. Mais en tout cas, il est certain que ces émissions sont le pendant de son œuvre, au sens où il prend souvent le temps dans ses émissions, quand on lui laisse le temps de le faire, d'expliquer pourquoi il a fait ça, donc d'éclairer son œuvre. Voilà, je crois que ces émissions sont un éclairage sur ses ouvrages, notamment des ouvrages qui sont parfois un petit peu, comment dirais-je, pas énigmatique, c'est pas ça, mais dont François Châtelet parlait pas forcément. Moi, j'en repère deux. Je repère La philosophie des professeurs, écrite en 70, qui a pourtant fait, je crois, grand bruit. On a ici des profs de philo, notamment Vermeeren, Doyer, entre autres, Le Serre, qui sont de fins connaisseurs de cet ouvrage et pour lesquels cet ouvrage a été quelque chose de très important. Et en même temps, on s'aperçoit que François Châtelet n'en parlait pas beaucoup. Il n'en a pas parlé beaucoup. J'ai trouvé très peu de choses autour de cet ouvrage, qui pour moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai eu l'occasion d'en parler ici. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup travaillé. Et dans ces émissions-là, il y a une ou deux émissions où il revient sur la philosophie des professeurs. Donc pour moi, là du coup, ça éclaire sa démarche, ça éclaire d'autant plus ce qu'il a voulu faire. Puis je dirais un autre ouvrage un petit peu, pareil, un petit peu caché, mais peut-être pour d'autres raisons, parce que d'abord, il n'a pas bien marché du tout, je crois. C'était Les années de démolition, son roman. Là, pareil, c'est un ouvrage sur lequel François Châtelet est très discret. Donc, il a été publié en 1975, Les années de démolition.
un roman dont parle Gilles Deleuze, dont Deleuze fait un grand éloge. Hein. Et Châtelet, bon, j'ai eu l'occasion d'en parler cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste encore pour vous donner un exemple d'un ouvrage, un roman dont François Châtelet ne parle pas beaucoup, dont on n'a pas beaucoup parlé parce que il y a eu une micro-cabale contre ce roman hein, qui a été un petit peu descendu. On ne trouvait pas que c'était on trouvait pas que c'était intéressant. Il a fallu quand même que Deleuze en reparle à la mort de Châtelet pour que peut-être ça redéclenche quelque chose. Mais Châtelet lui-même était très discret sur ce roman parce que c'était un roman de rupture. Hein, voilà, après un moment difficile de son existence, une manière de passer à autre chose. Et ben voilà, dans ces transcriptions, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion voilà, d'être un peu éclairée sur pourquoi Châtelet avait fait ça, dans quelle perspective, qu'est-ce que ça lui avait apporté. Bon, j'aurai pas l'occasion de m'étendre ici, mais excusez-moi d'être très générale, mais bon, je ne peux pas m'arrêter surtout. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire de ça? C'est que ces annexes radiophoniques participent de son œuvre. Je crois qu'il y a vraiment, ça participe de son œuvre. Ça l'éclaire, mais je dirais c'est son œuvre aussi, c'est son geste philosophique. C'est voilà, c'est l'inverse de l'élitisme. Voilà, et puis bon, il y a aussi des moments d'émission où il se confie, hein, personnellement. Ce sont des moments un petit peu, voilà, des moments notamment où il a eu des problèmes de santé assez graves. Donc c'est son œuvre et c'est sa vie. Voilà, c'est ça aussi. C'est que ces émissions, elles rendent compte de sa vie aussi. Alors, on pourrait dire de sa vie intellectuelle, de sa vie de penseur, de sa vie d'écrivain, de sa vie de militant, de sa vie d'homme engagé, et qui à un moment donné m'a arrêté avec le militantisme, tout en étant évidemment toujours critique et très ouvert sur l'actualité et sur ce que devenait le monde, parfois même un peu pessimiste sur ce que le monde allait devenir. J'aurais pas l'occasion là ici, malheureusement parce que je n'aurai pas le temps, mais je veux bien revenir et faire à nouveau quelque chose chez René sur une émission que je trouve absolument magnifique, qui s'appelle Histoire du futur, qui est donc la dernière que j'ai transcrite. Qui s'appelle Histoire du futur. C'est une émission sur France Culture. Je veux bien, si René est d'accord, revenir et parler en détail de cette émission qui est absolument une splendeur. Donc ça s'appelle Histoire du futur. Ça date d'avril 85, François Châtelet est mort en décembre 85, donc c'est une des dernières émissions. Ça s'entend, hein, il a énormément de difficultés à respirer. Et pourtant, il a toujours une passion dans la voix. Et, enfin, c'est vraiment très émouvant. Il y a des émissions qui sont fortement émouvantes, hein, quand on aime ce penseur. Quand on ne le traite pas comme un savoir, c'est très émouvant. Et donc, dans cette histoire du futur, donc du 7 avril 85, j'aimerais bien un jour vous en reparler en détail. Et François Châtelet est très, très pessimiste sur ce futur qui s'amorce, hein. Et notamment par rapport à la science, aux nouvelles techniques, à ce qui se profile. Bon, c'est une émission absolument splendide. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de l'oralité de François Châtelet, qui est presque de l'écrit, là c'est vraiment le cas. Bon. Voilà, donc j'étais amenée à dire ça, oui, parce que tout simplement, je crois, ces émissions, donc part de son œuvre, part de sa vie, montre sa vie, son parcours intellectuel, voilà, ses engagements, ses tournants, les ouvrages, pourquoi il les a faits. Bon, c'est une mine d'or, voilà, pour la chercheuse que je suis. C'est une mine d'or, c'est une découverte presque à chaque phrase. C'est un enrichissement de son œuvre, mais de sa personnalité, de ce qu'il était. Voilà. Et puis il y a cette voix splendide de Châtelet, je vous dis, si vous avez eu l'occasion de l'entendre, enfin, c'est extraordinaire, avec un phrasé impeccable, avec une diction, avec un détachement des mots. Enfin, je vous dis, à prendre en note, enfin, à prendre
en dactylo, c'est une splendeur. Donc voilà, c'est une vie intellectuelle, sa vie, parce que sa vie intellectuelle, sa pensée, son travail d'écrivain et sa vie personnelle ne sont pas séparés. Bon, ça, il le dit à plusieurs reprises. Donc je crois que c'est aussi ça qui me touche dans ces annexes. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a la manifestation, là je relis un petit peu des brèves notes que j'avais prises. Voilà, je crois que c'est une forme d'enseignement aussi, on peut dire. Ces émissions radiophoniques sont une forme d'enseignement. Voilà, ils nous enseignent de manière différente. Évidemment, bon, la question d'enseignement chez François Châtelet, elle est fondamentale. C'est pas du tout un maître à penser. C'est pas du tout quelqu'un qui détient la vérité de quoi que ce soit. C'est un diffuseur. C'est un diffuseur de sa propre pensée, mais un diffuseur des philosophes, un diffuseur de l'actualité des philosophes. Voilà, de leur importance pour aujourd'hui. Voilà, ça participe de son enseignement, tout comme il a été jusqu'à la fin de sa vie, même malade, encore professeur chez lui, puisqu'il recevait visiblement des étudiants chez lui. Eh bien, il aura été aussi une sorte de professeur à la radio, ça c'est certain, à la télévision aussi, donc une forme d'enseignement. Et puis voilà, bon...